Mon neveu a dit, les ordures vont dehors. Tout le monde a souri. Je suis parti, a envoyé maman par message. Le virement mensuel aujourd'hui. J'ai répondu, ce n'est plus mon problème. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse, peu importe où tu te trouves. J'aimerais beaucoup que tu écrives dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Marisol. J'ai 38 ans. Du lundi au vendredi, de 9h du matin à 19h, je suis la licenciée Marisol Ramirez, la chef des finances de l'un des groupes hospitaliers privés les plus importants de Santa Fe. Dans mon monde, dans mon bureau du 14e étage avec vue sur les volcans, je suis une femme respectée. Ma parole a du poids. Je gère des budgets qui dépassent les centaines de millions de dollars. Je dirige une équipe de 20 personnes. Les directeurs du conseil, des hommes plus âgés, en costume cher, m'écoutent quand je parle. J'ai gagné ma place avec du sang, de la sueur et une intelligence financière qui, d'après ce qu'on me dit, est aiguisée et impitoyable. Du lundi au vendredi, je suis un requin, je suis compétente, je suis forte. Mais aujourd'hui, c'est dimanche, et le dimanche, je ne suis rien de tout ça. Les dimanches, je suis juste Marisol, la fille cadette, la vieille fille, le distributeur automatique. Et pour dire la vérité, les dimanches, je suis une ratée complète et pathétique. Je déteste les dimanches. Je déteste le soleil de 13h. Je déteste le rituel. Je déteste le repas de famille obligatoire, à midi pile, chez ma sœur Renata, au centre de Coyoacán. C'est le prix que je paie pour exister. Ma mère, Adla, 72 ans, vit dans un petit appartement charmant, parfaitement arrangé, que mon beau-frère Bruno a construit au fond du jardin de sa grande maison. Un arrangement qui, pour un inconnu, semblerait être l'exemple parfait d'une famille mexicaine unie. En pratique, c'est le décor de mon exécution hebdomadaire. Ce dimanche n'a pas fait exception. Je suis sorti de mon appartement dans la Colonia del Val à 13h15. Allez, Tadeo, ai-je dit à mon fils de 6 ans, en forçant un sourire que je ne ressentais pas. Tadeo, mon petit et merveilleux Tadeo, était sur le canapé en train de jouer avec son dinosaure en plastique. Quand j'ai mentionné le repas, ses épaules se sont affaissées. Oh non, maman, on doit y aller. Sa réaction, cette petite ombre d'angoisse sur son visage, était le reflet du mien. Il détestait ses repas autant que moi. Et oui, mon amour. Juste un petit moment, ai-je menti. On mange vite, on dit bonjour à mamie et on rentre à la maison pour monter ton Lego. C'était le même petit mensonge gentil que je me répétais chaque semaine, sachant qu'un petit moment se transformerait en 4 heures de torture. En voiture, le silence était lourd. Tadeo regardait par la fenêtre en serrant son dinosaure. J'ai mis la radio, mais la musique joyeuse rendait juste plus évidente l'oppression que nous ressentions. Maman, dit-il à voix basse alors qu'on était coincé dans le trafic sur Insurgente. Et qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Pourquoi Gaston me prend toujours mes affaires? J'ai avalé ma salive. Gaston, mon neveu de 12 ans, le fils aîné de Renata. Pourquoi? Eh bien, parfois, les enfants plus grands sont comme ça. Tadeo, ce n'est pas personnel. Si, c'est personnel, a-t-il murmuré. Et mamie Adla rigole toujours. Je suis restée silencieuse. Qu'est-ce que je pouvais lui dire? Qu'il avait raison? Que notre crime, à Tadeo et à moi, c'était d'exister dans leur orbite? Nous sommes arrivés à 14h15. La façade de la maison de Renata était une carte postale de Coyoacán, mur en pierre volcanique couvert de bougainvilliers fuchsia, une porte en bois massif, une beauté qui, pour moi, ne signifiait que prison. J'ai sonné. Renata, ma grande sœur de 42 ans, a ouvert la porte. Elle est parfaite, ou du moins c'est l'image qu'elle projette. Épouse d'un agent immobilier à succès, mère de 3 enfants parfaits et femme au foyer parfaite. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon, casual, qui lui avait sûrement pris 1 heure. Elle n'a pas souri. Son regard m'a parcouru de haut en bas. Je portais un joli jean et un chemisier en soie. Elle portait, évidemment, une robe blanche en lin. 15 minutes de retard, Marisol, fut son salut. Salut, ai-je grogné. Il y avait un trafic horrible sur Insurgente. On est dimanche, a-t-elle répliqué en se poussant pour nous laisser entrer. Il n'y a pas de trafic le dimanche,
c'est juste un manque d'organisation. Elle est entrée dans la maison en partant du principe que nous la suivrions. Tes cheveux ont l'air fatigués, a-t-elle ajouté par-dessus son épaule. Tu devrais faire quelque chose. Ces mèches ne te vont plus bien. À 38 ans, avec un master et un poste de direction que beaucoup envieraient, le commentaire de ma sœur sur mes cheveux avait encore le pouvoir de me faire sentir comme une petite fille moche et grondée. J'ai porté la main à mes cheveux, gêné. Tadeo s'est accroché à ma jambe. L'odeur de la maison nous a frappés, un mélange de viande grillée sur le barbecue et de ce nettoyant pour sol cher qui sent la lavande. Marisol est arrivée, a crié Renata vers le jardin. Ce n'était pas une annonce, c'était un avertissement. Et je l'ai vue, ma mère, Adla. Elle était assise sur la terrasse couverte, dans le plus beau fauteuil en rotin, avec des coussins beiges. On aurait dit une reine dans sa cour. Elle tenait une coupe de vin rouge. Bruno, mon beau-frère, était près du barbecue, en train d'éventer les braises. En retard, ma fille, a dit ma mère sans se lever. Sa voix était sèche. La viande est presque prête. Bruno va se fâcher si elle est trop cuite. Bonjour, maman. Bonjour, Bruno. Bruno a juste levé sa pince du barbecue sans me regarder. Ça va, Marisol? Tadeo a murmuré un « bonjour » timide qui s'est perdu dans l'air. Les autres enfants, Gaston et les jumeaux de 9 ans, n'ont même pas levé les yeux de leur iPad, dont les sons stridents faisaient une cacophonie de tirs et de crises électroniques. Le dimanche obligatoire avait officiellement commencé, et je voulais déjà qu'il se termine. En marchant vers cette table dans le jardin, j'ai senti le poids habituel. C'est un poids qui s'installe dans ma poitrine chaque dimanche. Le poids de 7 ans de faux sourires, d'orgueil avalé, de payer pour le privilège d'être traité avec indifférence. Comment j'en suis arrivé là? Tout a commencé il y a 7 ans, quand papa est mort. Ça a été soudain. Une crise cardiaque fulgurante qui nous a laissés toutes les trois, ma mère, Renata et moi, à la dérive. J'avais 31 ans, Renata 35. Papa avait été le centre de tout, celui qui gardait l'équilibre. Sans lui, la vraie dynamique familiale est sortie au grand jour. Un mois après l'enterrement, nous étions dans le salon de la maison de mes parents, à la porte à laisse, entourés de cartons. Il fallait vendre la maison. Moi, je ne peux pas avoir maman chez moi, a dit Renata. C'est la première chose qu'elle a dite. Même pas un bonjour. Elle était assise sur le canapé de papa, avec ses ongles parfaits. On tient à peine dans la maison. Bruno a besoin de son bureau et Gaston a besoin de sa salle de jeu. Il n'y a tout simplement pas de place. Ma mère, Adla, qui était restée silencieuse comme une statue, a essuyé une larme inexistante au coin de son œil. Ne vous inquiétez pas pour moi, mes filles. Je ne veux pas être un poids. Je vais aller dans une maison de retraite. J'en ai vu des très jolies dents. C'était un coup de maître, un chantage émotionnel de haut niveau. Non, maman, par pitié, ai-je bondi, comme l'idiote prévisible que j'étais. Comment tu peux penser ça? Jamais. Renata m'a regardé et j'ai vu une petite lueur de calcul dans ses yeux. Oh bon, a-t-elle dit, comme si une idée brillante et généreuse venait juste de lui venir. Je pensais qu'on pourrait construire un petit appartement au fond du jardin de ma maison. C'est un espace perdu. Je pourrais m'occuper d'elle. Elle serait près de moi, mais bien sûr. Elle a poussé un grand soupir dramatique. Moi, je ne travaille pas. Je me consacre à ma famille. Je ne pourrais pas payer un seul parpaing. Tous les regards se sont tournés vers moi. La fille célibataire, la fille sans enfant, la fille avec la grande carrière, la fille qui gagnait bien sa vie. Je peux l'aider, ai-je balbutié. Ce n'est pas aider, Marisol, m'a corrigé Renata avec une douceur empoisonnée. Toi, tu as l'argent, c'est normal. Moi, je fournis l'espace et mon temps, toi tu fournis l'argent. Ma mère a hoché la tête avec une tristesse digne d'un Oscar. Juste un peu d'aide, ma fille, pour mes dernières années. Juste le temps que je me stabilise. Se stabiliser. Voilà le mot-clé. Ce soir-là, j'ai fait le premier d'une longue série de virements, 100 000 $ pour les premiers matériaux. Le petit appartement du « juste un peu » a fini par coûter presque un demi-million de dollars, qui sont sortis entièrement de mes économies. Je pensais que ce serait tout. Que j'étais naïve.
Une fois que ma mère a emménagé dans son nouveau petit appartement luxueux, j'ai cru que mon obligation financière était terminée. Ça a duré exactement 2 mois. J'ai reçu un appel. Ma fille, je suis tellement déprimé. Et qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu te sens mal? Tu as parlé avec Renata. Ah non. Ta sœur est très occupée. Et je ne sais pas, je sens que je ne contribue à rien. La pension que ton père m'a laissée, c'est très modeste, ça me suffit à peine pour mes dépenses personnelles. Et Renata m'invite à manger et Bruno paye les courses, et moi je ne peux rien leur donner. Je me sens comme une intruse, Marisol. Un vrai poids. La culpabilité m'a frappé comme une vague froide. De quoi tu as besoin, maman? Combien? Ah, je ne sais pas, ma fille. Je ne veux pas abuser de toi. Tu travailles tellement. Maman, dis-moi, combien? Eh bien, tu crois que tu pourrais me déposer quelque chose chaque mois? Juste pour mes dépenses, pour ne pas me sentir si inutile. Disons 20 000 $. Juste le temps que je vois comment m'organiser. 20 000 $. En plus de sa pension de 18 500. Ça m'a semblé fou. À ce moment-là, je commençais à monter dans ma carrière, mais mon salaire n'était pas celui d'aujourd'hui. Maman, 20 000, c'est beaucoup, beaucoup. Sa voix s'est durcie. C'est ce que tu dépenses dans ces vêtements de marque que tu t'achètes. Moi, je te demande juste de quoi manger. Mais c'est bon, laisse tomber. Je vais continuer à être l'intruse chez ta sœur. Je vais raccrocher. Non, non, maman. C'est bon. 20 000. Je vais m'arranger. Merci, ma fille. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu es un ange. Clac. 6 mois plus tard, les 20 000 sont passés à 25. 1 an plus tard, à 30. Et finalement, il y a 4 ans, quand Tadeo est né et que j'ai obtenu mon poste de directrice, le chiffre s'est fixé sur le numéro magique, 35 000 $ le 10 de chaque mois, sans faute. Un virement automatique de mon compte au sien, 35 000 $, plus de 1700 $ chaque mois, pendant 84 mois d'affilée. Vous savez combien ça fait? J'ai fait le calcul une nuit d'insomnie. Rien que les virements mensuels, ça faisait 2 940 000 $. Et ça, ce n'était que le début de la dette. L'argent mensuel est devenu une habitude, aussi normale que respirer. Mais le vrai coup de génie de ma mère est venu 1 an après l'accord. Je l'ai appelée un mardi pour voir comment elle allait. Horrible, ma fille. Terrible, m'a-t-elle dit avec une voix qui sonnait vraiment faible. Mon cœur de fille idiote a fait un bond. Et qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu es tombée? J'arrive tout de suite. Non, c'est la sécu. Ce service de merde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé pour un mal de dos qui me tue. Et tu sais ce qu'ils m'ont fait, Marisol? Ils m'ont fait attendre 3 heures. 3 heures assise sur une chaise en plastique, entourée de gens malades. Et le docteur, un gamin qui avait l'air de ne même pas avoir fini ses études, ne m'a même pas touché. Il m'a juste prescrit du paracétamol et m'a donné un rendez-vous avec le spécialiste dans 3 mois. Elle a lâché un soupir dramatique. 3 mois, Marisol. D'ici là, je serai déjà morte. Ou pire, paralysée. Tu ne comprends pas. Ton père nous a toujours payé une assurance privée. Je ne suis pas habitué à cette humiliation. J'ai fermé les yeux. Je savais exactement où elle voulait en venir. Maman, la sécu, c'est comme ça. Il faut être patiente. Patiente. Ça, tu peux le dire parce que toi, tu as une assurance de luxe dans ton hôpital. Bien sûr, toi, tu es soigné dans des suites, mais ta pauvre mère, elle, peut pourrir dans la misère du gouvernement. Maman, ce n'est pas juste. Juste? Tu sais ce qui n'est pas juste? Ce n'est pas juste que ta sœur Renata doive m'emmener aux urgences privées et payer de sa poche si quelque chose m'arrive. Tu sais combien ça coûte? Elle, au moins, elle se soucie de moi. Mensonge. Renata n'avait jamais payé un centime. La seule fois où maman a eu mal au ventre, elle m'a appelé, moi, pour que je lui transfère l'argent de la consultation à l'hôpital Angeles. Mais le chantage a marché. Ce week-end-là, au lieu de me reposer,
je l'ai passé au téléphone, à demander des devis pour des assurances santé privées pour une personne de son âge, avec ses petits problèmes. Les prix étaient obscènes. Je l'ai appelé le lundi. Maman, j'en ai trouvé une. Elle est bien. Couverture large. Hôpitaux ABC, Angeles, tous ceux que tu aimes. Mais ça coûte 12 000 $ par trimestre. Il y a eu un silence. Et où est le problème? Non, aucun. Je te prévenais juste. Ah, Dieu soit béni, ma fille. Sa voix est passée de victime à sainte. Je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Tu es mon ange gardien, pas comme ta sœur, la pauvre, qui en fait déjà beaucoup en me supportant ici. Toi, tu es une vraie fille. Clac. 12 000 $ de plus tous les 3 mois. Payé religieusement par mois. Renata me l'a remercié, à sa manière la fois suivante où je l'ai vu. Dis donc, Myri, c'est super que tu aies payé l'assurance de maman. Elle me fatiguait avec ses plaintes sur la sécu. Franchement, tu nous as enlevé un poids des épaules à Bruno et à moi. Mille merci. Tu nous as enlevé un poids des épaules. Moi, je payais 35 000 $ par mois, plus une assurance hors de prix, pour que ma mère vive chez ma sœur, et c'est moi qui leur enlevais un poids. Ce jour-là, j'ai commencé à le comprendre. Nous n'étions pas une équipe. J'étais la mule, et elles étaient les passagères qui se plaignaient du voyage. Mais la vraie révélation, le moment où le bandeau aurait dû tomber de mes yeux, est arrivé il y a 3 ans. Tadeo avait 3 ans. C'était un mardi de février, en plein bouclage trimestriel. L'hôpital était un chaos total. Nous fusionnions 2 services et je n'avais pas dormi plus de 4 heures d'affilée en une semaine. Ce jour-là, Tadeo s'est réveillé brûlant de fièvre. 40 degrés. Je suis sorti en courant chez le pédiatre. Diagnostic, pneumonie. Pas grave au point d'hospitalisation, mais il avait besoin de soins constants, de nébulisation toutes les 4 heures et de surveillance. Le docteur a été clair. Pas de garderie, licencié. Il doit rester à la maison, calme et surveillé. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Comment j'allais faire? J'avais la présentation la plus importante de ma carrière le lendemain. Il n'y avait qu'une option. J'ai appelé ma mère. Maman. Salut, comment tu vas? Bien, ma fille. Je regarde la télé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une énorme urgence. Tadeo est malade. Il a une pneumonie. Le docteur dit qu'il ne peut pas aller à la garderie. Maman, je t'en prie, s'il te plaît, tu pourrais venir à mon appartement pour le garder? Juste aujourd'hui et demain. Je te jure, il ne te fatiguera pas. Il faut juste être là, surveiller sa fièvre, lui mettre le nébuliseur. Je ne peux pas manquer le travail, maman. Ils vont me virer. Silence. Un silence long, pesant. Ah, ma fille, a-t-elle commencé avec ce ton que je connaissais trop bien. Le ton du « ne compte pas sur moi ». Quoi, maman? Qu'est-ce qu'il y a? C'est que, devine quoi? Quelle malchance. C'est que justement aujourd'hui, ta sœur Renata m'a acheté un forfait spa, tu sais, avec massage, soins du visage et témascal. Ça a coûté super cher. C'est son cadeau, comme ça, parce qu'elle en avait envie. Et c'est aujourd'hui, ma fille. On a le rendez-vous à 13 h. C'est toute la journée. Je ne peux pas annuler, ma fille. Ça lui a coûté une fortune. Comment tu veux que je fasse un affront pareil à ta sœur? Elle est tellement stressée, la pauvre. Stressée, Renata. Stressée de quoi? De choisir quoi regarder sur Netflix? Un spa. Ma voix est sortie en un murmure incrédule. Tu es en train de me dire que tu ne peux pas garder ton petit-fils malade pour un massage. Marisol, ne sois pas grossière. Sa voix s'est aiguisée. Ce n'est pas un massage, c'est un geste de ta sœur. C'est le seul jour possible. En plus, toi tu travailles souvent depuis chez toi, non? Tu es la chef. Tu leur dis que tu vas travailler depuis chez toi. Tu peux garder l'enfant pendant que tu es sur ton ordinateur. Les femmes d'aujourd'hui font ça tout le temps. Je n'arrivais plus à respirer. L'injustice était si grande, si flagrante, qu'elle m'étouffait. Je ne peux pas, maman.
J'ai une présentation. Ah, tes présentations. Toujours ton travail en premier. Écoute, je suis désolé, ma fille. Moi, je ne peux pas annuler avec Renata. Parle avec ton patron ou engage une infirmière. Toi, tu as l'argent pour ça. Bon, je te laisse, je vais être en retard. Qu'il aille mieux, Tadeo. Clac. Je suis resté assise dans la voiture, sur le parking du pédiatre, avec mon fils en train de dormir, fiévreux, sur le siège arrière. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré de rage, d'impuissance, d'une solitude tellement profonde qu'elle faisait physiquement mal. J'ai appelé mon bureau, j'ai inventé un prétexte. J'ai annulé la présentation, sachant que ça me coûterait mon bonus trimestriel. J'ai passé les 2 jours et les 2 nuits suivants sans dormir. Je travaillais à 3 heures du matin sur mon laptop, Tadeo sur un matelas à côté de mon bureau, me réveillant toutes les heures pour vérifier sa température et lui donner ses médicaments. Le vendredi, Tadeo allait mieux. Moi, j'avais l'air d'un zombie. Je suis allé sur Facebook par automatisme, cherchant 5 minutes de distraction. Et là, je l'ai vu, la photo publiée par Renata. Ma mère et elle, en peignoir blanc, avec des rondelles de concombre sur les yeux, tenant des coupes de champagne. La localisation, un spa de luxe à Polanco. La légende disait. Une journée de relaxation bien méritée avec ma merveilleuse maman, parce qu'elle mérite tout et que je l'aime à la folie. #spad et #choyer #best. J'ai failli vomir sur mon clavier. Ma mère, qui ne pouvait pas garder son petit-fils malade, pouvait passer la journée à boire du champagne. Et le pire, ce qui m'a glacé le sang, c'était le premier commentaire de ma propre mère. Merci, ma reine. La meilleure journée. Heureusement que Marisol n'a pas pu venir. Elle est toujours tellement stressée qu'elle nous aurait gâché l'ambiance. Non seulement elle m'avait exclu, non seulement elle m'avait menti, mais elle s'était moquée de moi. Ce jour-là, quelque chose s'est cassé en moi. Mais l'idiote de Marisol, la chef des finances, a décidé que la meilleure façon de gagner, c'était de travailler encore plus, de gagner plus d'argent et de leur prouver que j'étais une meilleure mule. Et me voilà maintenant. Un dimanche, de retour sur la scène du crime, avec le poids de tous ces souvenirs sur les épaules. Serre ton fils, Marisol, m'a ordonné ma mère. Et ne lui donne pas trop de cactus, sinon il va avoir mal au ventre et il va nous embêter. Je me suis assise à côté de Tadeo, qui s'est instinctivement collé contre moi. Ma mère, Adla, a levé sa coupe de vin rouge. Bon, santé pour la famille, dit-elle en me regardant fixement. Merci pour le petit vin, Marisol. Puis elle a fait une pause pour le sentir. Ce n'est pas celui que j'aime, hein? Celui avec l'étiquette bleue. Mais bon, ne t'inquiète pas, celui-là est acceptable. C'était une bouteille de Casa Madero à $500. J'ai hoché la tête et j'ai souri. Le faux sourire numéro 1 de la journée. Alors, comment va l'hôpital? Tu es toujours dans ce poste ennuyeux. C'est exigeant, maman. On est en audit, il y a beaucoup de travail. A-t-elle murmuré. Bon, au moins c'est stable. Avec le fait d'être mère célibataire, tu as besoin de quelque chose de stable. La façon dont elle a dit « stable » sonnait comme « médiocre ». Et le « mère célibataire » était un coup bas gratuit. Renata est intervenue, tout en coupant la viande de Gaston en morceaux parfaits. Ah, moi, je suis trop contente d'être à la maison. Je te jure, je ne m'imagine pas devoir abandonner mes enfants toute la journée pour aller m'enfermer dans un bureau. Les pauvres, les enfants ont besoin de leur mère, tu ne crois pas? Elle me parlait à moi. Abandonner. C'était le mot. La même balle qu'ils utilisaient toujours, droit dans ma poitrine. J'ai serré la fourchette. C'est bien que tu aies cette option, Reni. Ce n'est pas une option, Myri, a-t-elle dit avec condescendance. C'est une décision, c'est une question de priorité. Ma mère a hoché la tête avec approbation. Ta sœur, elle, sait ce que c'est qu'être une vraie mère, prête à se sacrifier, pas comme d'autres qui préfèrent leur réunion. Je voulais hurler. Je voulais leur renverser la carafe de jus d'hibiscus sur leur tête parfaitement coiffée. Mais Tadeo a posé sa petite main sur mon bras. Il me regardait. J'ai inspiré profondément, pour lui. Ils sont très bons, tes cactus, Reni, a dit ma mère en changeant de sujet, maintenant qu'elle m'avait déjà exécuté. Renata a souri,
satisfaite. Merci, maman. C'est ma recette secrète. Quelle recette, a intervenu Bruno depuis le barbecue. Tu ne les as pas achetés au Costco? Renata lui a lancé un regard assassin. Tadeo, dans une tentative courageuse pour s'intégrer, a regardé Gaston. Gaston, moi aussi j'ai ce jeu sur ma tablette. Je suis au niveau du dragon de glace. Gaston n'a même pas levé les yeux de son iPad. Il a continué à massacrer l'écran. Tadeo, n'embête pas ton cousin. Tu ne vois pas qu'il est occupé, a dit Renata sans la moindre gentillesse. Il ne l'embête pas, renie. Ai-je commencé à le défendre? Maman, passe-moi le guacamole, a crié Gaston au même moment, en tendant le bras brusquement par-dessus la table. Son coude, avec la précision d'un sniper, a frappé violemment le gobelet en plastique de Tadeo. L'eau d'hibiscus, rouge et collante, a explosé, a volé sur toute la table, tachant la nappe blanche et trempant la chemise blanche de l'uniforme de Tadeo. Il y a eu une seconde de silence, choqué. Tadeo a fait un petit cri étouffé, les yeux grands ouverts, regardant le désastre. Fais attention, idiot, a lâché Gaston, énervé parce que quelques gouttes avaient éclaboussé son précieux iPad. Mais tu me l'as sali. Oh, Tadeo, enfin, s'est plainte Renata, en se levant d'un coup, comme si Tadeo avait causé une inondation. Me regarde ce désastre, toujours aussi maladroit. Ma mère a poussé un soupir d'exaspération théâtrale. Marisol, je te l'ai dit 1000 fois. Ton fils, il est trop sensible et très négligent. Il lui arrive toujours quelque chose. Pourquoi tu ne lui apprends pas à faire attention? Personne. Absolument personne n'a dit quoi que ce soit à Gaston, le coupable évident. Moi, je n'ai rien dit, je suis resté paralysé. Ma chemise était aussi tachée. Nettoie ça, Tadeo, a ordonné Gaston. Il ne va rien nettoyer, ai-je dit. Ma voix sonnait bizarre, métallique. Je me suis levé, je suis allé à la cuisine chercher un chiffon, en ignorant les regards de reproche. Je suis revenu et j'ai commencé à nettoyer le désastre, en essuyant d'abord Tadeo, qui avait le menton tremblant, se battant de toutes ses forces pour ne pas pleurer. Ce n'est rien, mon amour, lui ai chuchoté en essuyant sa chemise. Ce n'est que de l'eau, ça va sécher tout de suite. Ma voix semblait calme. C'était le calme de la fureur contenue, le calme de quelqu'un qui vient de recevoir une gifle et fait semblant que ça n'a pas fait mal, tout en calculant combien d'autres coups il peut encore supporter. Nous avons fini de manger dans une tension que moi seul semblais percevoir. Les autres ont continué comme si de rien n'était. Bruno et ma mère ont commencé à parler politique en se plaignant du président. Renata a sorti son téléphone pour faire un selfie avec le filtre Instagram parfait. La légende serait probablement le dimanche en famille parfait. #béni. Finalement, Bruno s'est levé. Je vais regarder le match. L'América joue. Excusez-moi. Il a disparu à l'intérieur de la maison, fuyant le champ de bataille, comme toujours. Ma mère et Renata sont restées à table, mais la conversation est morte. Chacune s'est plongée dans son téléphone. Le bruit du défilement sur les écrans était le seul son, en plus des cris lointains des jumeaux, qui avaient déjà abandonné leur iPad et couraient dans le jardin. Les assiettes sales, des montagnes d'assiettes avec des restes de guacamole et de graisse de viande, étaient toujours sur la table. J'ai attendu 5 minutes. Ni ma mère ni ma sœur n'ont fait le moindre geste pour les ramasser. Elles étaient les reines. Le repas était terminé. Moi, la licenciée, chef des finances, j'étais, dans cette maison, la bonne. J'ai soupiré. Le soupir de 7 ans de résignation. Je me suis levé et j'ai commencé à empiler les assiettes. Ah, ne t'embête pas, Myri, laisse-les, a dit Renata sans lever les yeux de son téléphone. Je les mettrai tout à l'heure où la femme de ménage les mettra demain. Ça ne me dérange pas, ai-je menti. Si, ça me dérangeait. Ça me coûtait ma dignité. Je suis allé à la cuisine, un petit sanctuaire temporaire. J'ai commencé à déposer les assiettes dans l'évier. Depuis la fenêtre de la cuisine qui donnait sur le jardin du fond, je les ai vus. Gaston et les jumeaux étaient en train de shooter dans un ballon de foot. Tadeo, mon Tadeo, était debout au bord de la pelouse, près de rosiers très chers, que j'avais sûrement payés indirectement. Il se serrait contre lui-même, les mains dans les poches, en observant. Il voulait jouer.
Je pouvais voir ce désir dans sa posture, mais il était trop intimidé pour demander. Mon cœur s'est serré. À quel moment mon fils avait-il appris à se faire petit? Comme moi. J'ai vu Gaston, qui est un garçon costaud pour ses 12 ans, frapper le ballon avec une force exagérée. Le ballon a percuté le mur en pierre, a rebondi et a roulé jusqu'à s'arrêter juste au pied de Tadeo. Silence. Le jeu s'est arrêté. Les 3 garçons ont regardé Tadeo. Et toi, a crié Gaston. Il ne l'a pas appelé par son prénom. Le bizarre, passe le ballon. J'ai vu Tadeo hésiter. Puis, pressé de faire plaisir, d'être accepté, il a couru, a pris le ballon dans ses mains et, comme il n'est pas très bon pour shooter, il l'a lancé à Gaston. Une erreur fatale. Gaston a attrapé le ballon et a levé les yeux au ciel avec un mépris théâtral. Tu es idiot ou quoi? Ça se shoot, imbécile. Ça ne se lance pas. C'est du foot, pas du basket. Les jumeaux ont éclaté de rire cruel. Va, bien sûr, a continué Gaston, en s'approchant de Tadeo d'un air menaçant. Tadeo a reculé d'un pas et a trébuché sur un tuyau d'arrosage. J'oubliais que tu es un. Tu ne sais même pas ce que c'est un ballon. Sûrement que dans ton école publique, vous ne jouez même pas. Tadeo ne va pas dans une école publique, il va dans une excellente école privée qui me coûte un bras. Mais ça n'avait aucune importance. Tu lances le ballon comme ta mère, a crié Gaston. Et ça m'a glacé le sang. Toute maladroite, toute bizarre. Maladroite, bizarre. Le poison que Renata et ma mère me crachaient à l'oreille en secret. Maintenant, Gaston le hurlait à plein poumon. Il était leur porte-parole. J'ai vu Tadeo faire demi-tour et courir. Il a couru vers la maison, le visage rouge, se couvrant les yeux. Il a foncé dans la cuisine et s'est jeté sur mes jambes, m'attrapant avec force, en sanglotant contre mon pantalon. Maman, on s'en va, s'il te plaît. On s'en va maintenant. Je veux partir. Je veux partir tout de suite. Je l'ai serré dans mes bras, sentant son petit corps trembler. Et la rage, cette rage froide que je gardais depuis longtemps, a commencé à bouillonner. Calme-toi, mon amour. Qu'est-ce qu'il s'est passé? À ce moment-là, Renata et ma mère sont entrées dans la cuisine, attirées par les pleurs. Leur téléphone était toujours dans la main. Oh, par pitié. Qu'est-ce qu'il y a encore, a dit Renata en levant les yeux au ciel. Elle a posé son téléphone sur le bar. Ton fils est en cristal, Marisol. Il ne peut pas passer 5 minutes sans pleurer. Il s'est disputé avec Gaston, ai-je dit entre mes dents, la voix tremblante de colère. Gaston ne faisait que jouer, a répondu Renata, sur la défensive. Tadeo est trop sensible. Je te l'ai déjà dit. Il est bizarre. Ma mère a hoché la tête avec une expression sévère. Exactement. Ce garçon manque de caractère, Marisol. Sérieusement, je te le dis pour ton bien. Mets-le au karaté, au football américain, à quelque chose. Il devient trop fragile. Un garçon doit être dur. Regarde-le, il pleure comme une fille. Juste à ce moment-là, Gaston est entré dans la cuisine, en sueur et arrogant. Il a ouvert le frigo et a sorti une bouteille de Gatorade. Il a vu Tadeo pleurer contre mes jambes et il a rigolé. Oh non, tu pleures encore? On dirait une fille. Tu es vraiment bizarre. C'en était trop. La corde, tendue pendant 7 ans, a cassé. Gaston. Ma voix est sortie aiguë et forte. Un coup de fouet dans la cuisine silencieuse. Ça a surpris tout le monde, moi y compris. Excuse-toi immédiatement auprès de ton cousin. Gaston m'a regardé, surpris, pendant une seconde. Puis cette surprise s'est transformée en sourire moqueur. Quoi, Tata? Tu vas me punir? J'ai regardé Renata. Renata, tu ne vas rien lui dire? Il vient de traiter mon fils de bizarre. Renata a croisé les bras. Marisol, s'il te plaît, baisse le ton. Ne crie pas sur mon fils dans ma maison. Ils ne font que jouer les enfants. C'est comme ça qu'ils deviennent des hommes, pas vrai, maman? J'ai regardé ma mère. Maman, toi aussi tu penses ça? Tu ne vas rien dire? Ma mère, Adla, a détourné le regard,
s'est approché du bar et a commencé à ranger des citrons. Réglez vos problèmes de maman entre vous. Je ne me mêle pas de l'éducation de vos enfants. La trahison a été si totale, si lâche, qu'elle m'a coupé le souffle. Elles ont refusé de me défendre. Elles ont refusé de défendre mon fils de 6 ans. C'en était fini. C'est terminé, ai-je dit, ma voix maintenant dangereusement calme. Tadeo, va chercher ta veste dans le couloir. On s'en va. Quoi, a dit Renata, réellement vexée. Tu t'en vas comme ça, sans dire au revoir? C'est très impoli, Marisol. Il est 17 heures. On allait à peine servir le dessert. Je n'ai pas faim. Au revoir. J'ai pris mon sac sur la chaise. Tadeo a couru dans le couloir chercher sa veste, soulagé. Je l'attendais près de la porte d'entrée. Gaston, toujours avec sa bouteille de Gatorade à la main, s'est appuyé contre le cadre de la porte de la cuisine, me regardant avec ce sourire suffisant que j'avais appris à détester. Puis il a regardé ma mère, qui se tenait derrière lui, à côté de Renata, et il a dit d'une voix forte et moqueuse. Ah, Tata Marisol est fâchée par ma faute. Ma mère, Adla, lui a caressé les cheveux, à son petit-fils en or. Non, mon chéri, ne t'inquiète pas. Ta tante est comme ça. Elle est très susceptible, elle a toujours été très dramatique. Gaston a souri, victorieux. Son regard a croisé le mien et alors, lentement, savourant le moment, il a levé son index, m'a pointé directement et a dit, avec une clarté cruelle et délibérée, en s'assurant que tout le monde dans cette pièce l'entende. Les ordures vont dehors. Le monde s'est arrêté. L'écho de ces 4 mots est resté suspendu dans l'air. J'ai entendu Renata pousser un petit cri, suivi d'un petit rire étouffé. Elle s'est couvert la bouche avec la main, mais c'était trop tard. J'ai vu ses yeux se plisser au coin. Elle riait. Elle essayait de cacher un sourire. Bruno a crié depuis le salon. Et qu'est-ce qu'il a dit, Gaston? J'entends rien, il y a le match. Et ma mère s'est figée. Son visage, pendant une seconde, a montré de la surprise, mais ce n'était pas de l'horreur, ni de la colère, ni de la désapprobation, c'était de l'analyse. Son regard a croisé le mien et, dans cette seconde, j'ai vu la vérité. J'ai vu le mépris qu'elle cachait depuis toujours. J'ai vu l'indifférence. J'ai vu l'accord. Lentement, ma mère, Adla, a levé sa coupe de vin rouge et a bu une longue gorgée, sans me quitter des yeux. Personne ne m'a défendu. Personne n'a corrigé l'enfant de 12 ans qui venait de me traiter d'ordure devant mon fils. Un silence assourdissant a rempli la maison. Tadeo est revenu en courant avec sa veste bleue à la main, sans se douter de la sentence qui venait d'être prononcée. J'ai hoché la tête une fois. Pas pour eux. Pour moi-même. La décision était prise. Oui, ai-je dit, la voix plate est morte. Mais tu as raison. On s'en va. J'ai pris la main tremblante de Tadeo et j'ai ouvert la porte d'entrée. Mais, Marisol, a commencé ma mère avec un ton étrangement neutre. J'ai fermé la porte doucement derrière moi. Je ne reviendrai plus. Le trajet de retour jusqu'à la Delval s'est fait dans un silence de tombe. Le soleil de l'après-midi se couchait, colorant le ciel d'un orange violent qui allait bien avec la rage que je ressentais. Je serrais le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Mon esprit était comme un projecteur qui repassait la scène en boucle. Les ordures vont dehors. Le rire étouffé de Renata, les yeux froids de ma mère, la gorgée de vin. 7 ans. 7 ans d'humiliation, d'être la fournisseuse invisible, la fille obéissante, la idiote utile. 7 ans à ravaler ma fierté, à justifier leur comportement, à acheter leur affection au prix de 35 000 $ par mois, plus une assurance de luxe, plus tous les extras. Et tout ça pour qu'au final, ils me disent en face, à travers leur porte-parole de 12 ans, ce qu'ils pensaient vraiment de moi, des ordures. Nous sommes arrivés à notre immeuble. Nous sommes montés en ascenseur. Le miroir de l'ascenseur m'a renvoyé l'image d'une femme pâle, avec des taches d'hibiscus sur la blouse et les yeux en feu. J'ai ouvert la porte de notre appartement. L'air sentait nous, les livres de Tadeo et mon parfum. Un endroit sûr. Tadeo a parlé enfin. Sa voix était minuscule. Maman? Oui, mon amour? Je me suis baissé devant lui pour lui enlever sa veste. Pourquoi il a dit ça, Gaston? Ce truc sur les ordures? Quoi, mon cœur?
Ce qu'il a dit sur les ordures. J'ai avalé le nœud dans ma gorge. Qu'est-ce qu'on dit à un enfant de 6 ans? Comment on lui explique une cruauté aussi gratuite? Parce que Gaston est un enfant qui ne sait pas que les mots font mal. Mon cœur, c'est un idiot. Ne l'écoute pas. Tadeo a baissé les yeux en donnant de petits coups de pied dans le tapis, mais ses petits yeux se sont remplis de larmes. Mamie Adla et Tata Renata ont entendu. Et Tata Renata a rigolé. Je l'ai vue. Elle a mis sa main devant sa bouche, mais elle rigolait. Et mamie n'a rien dit. Il m'a regardé et sa question suivante m'a brisé le cœur en 1 million de morceaux. Maman, tu crois qu'ils pensent qu'on est des ordures? Qu'on est. Nous. Qu'on est des ordures? Ma soumission, mon besoin pathétique de leur approbation, ma lâcheté avait permis à cette toxicité non seulement de me toucher, mais aussi d'empoisonner mon fils. J'avais laissé mon fils de 6 ans, mon enfant parfait, se sentir, ne serait-ce qu'une seconde, comme une ordure. C'en était fini. Non, je l'ai serré de toutes mes forces, enfouissant mon visage dans ses cheveux qui sentaient le shampoing à la camomille. Non, mon amour, non. Non, non. Tu es la chose la plus précieuse au monde, tu es mon trésor et je suis ta maman. Et nous ne sommes pas des ordures. Ce sont eux qui ont tort. Très, très tort. Je t'aime, maman. Moi aussi je t'aime, Tadeo. Plus que tout dans cet univers. Ce soir-là, la routine a été sacrée. Je lui ai donné un bain chaud, en laissant l'eau emporter l'hibiscus et la saleté de cette maison. On a commandé son dîner préféré, des nuggets de poulet en forme de dinosaure. On a regardé son film préféré, Toy Story, pour la 1e fois. Je lui ai lu non pas 1, ni 2, mais 3 histoires. Je l'ai bordé dans son lit avec son dinosaure en plastique à côté de l'oreiller. Bonne nuit, mon champion. Bonne nuit, maman. Je t'aime jusqu'à l'infini et au-delà. Moi aussi, mon cœur. J'ai fermé la porte de sa chambre et je me suis adossé contre elle, en me permettant enfin de trembler. Mais je n'ai pas pleuré. La tristesse s'était évaporée. Ce qui restait, c'était une rage froide, pure et cristalline. Je me suis assise sur le canapé du salon, dans le noir. L'horloge du mur marquait 22h30. Mon téléphone, qui était en silencieux depuis que j'avais quitté la maison de Renata, a vibré sur la table basse. La lumière de l'écran a illuminé la pièce. Un message WhatsApp. Maman. Mon cœur a fait un bond idiot. Une excuse. Tu es bien arrivé. On doit parler de ce qui s'est passé avec Gaston. J'ai ouvert le message. Ma fille, on est le 10. Je n'ai pas reçu le virement. Il y a eu un problème avec la banque? Préviens-moi, j'ai des choses à payer. Pas un bonjour. Pas un pardon. Pas un « comment va Tadeo ?» Juste l'argent, l'exigence, l'attente. J'ai regardé le message pendant 1 minute entière. J'ai revu le visage de Gaston disant « les ordures ». J'ai revu le sourire de Renata. J'ai revu les yeux froids de ma mère. J'ai revu le visage de Tadeo me demandant si nous étions des ordures. Les ordures vont dehors. J'ai écrit une réponse. Je l'ai effacée. J'ai réécrit. Ce n'est plus mon problème. Envoyé. Avant qu'elle puisse répondre, avant que les 2 coches bleues n'apparaissent, j'ai ouvert mon application bancaire. Je suis allé dans « Virement et paiement ». Le virement programmé. Elle était là. Adler 35 000 $ fréquence mensuelle jour 10. J'ai cliqué. Option. Supprimer le virement programmé. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce virement permanent? J'ai souri. Confirmé. Clac. 7 ans d'abus financiers effacés en moins d'1 seconde. Je n'ai pas dormi de toute la nuit, mais ce n'était pas un insomnie de tristesse, c'était de l'adrénaline. La rage s'était transformée en une clarté absolue, presque effrayante. Je me suis levé du lit à 4 heures du matin. Je suis allé dans mon bureau, cette petite pièce que j'avais transformée en bureau à la maison. J'ai allumé mon ordinateur portable et la lampe de mon bureau. Marisol, la fille, était partie. Marisol, la chef des finances, était désormais aux commandes. J'ai ouvert un nouveau fichier Excel et j'ai commencé à faire ce que je savais faire de mieux, une audite. Colonne A, date. Colonne B, virement mensuel.
Colonne C, assurance santé. Colonne D, dépenses supplémentaires. J'ai rempli les lignes. Mois après mois, année après année. 84 lignes de virement mensuel, 28 lignes de paiement trimestriel pour l'assurance, des dizaines de dépenses extraordinaires que j'ai retrouvées dans mes anciens relevés de compte. À la fin de la feuille, dans la cellule F120, j'ai mis la formule égale somme. J'ai appuyé sur Entrée. Le chiffre m'a regardé depuis l'écran, illuminant mon visage dans l'obscurité. 3 450 000 $. 3 450 000 $. Presque 200 000 $. Le prix de 7 ans d'humiliation. Le prix pour qu'on traite mon fils d'ordure. J'ai inspiré profondément. Non, je n'allais pas seulement envoyer un tableau. J'allais faire un rapport. J'ai ouvert PowerPoint. J'ai choisi le modèle le plus sobre et le plus corporate. Diapositive 1. Titre, Rapport exécutif aux fins du soutien financier volontaire. En petits caractères, en bas, préparé par Elise et Marisol Ramirez. Diapositive 2, Résumé exécutif. Suite aux événements d'abus et de manque de respect survenus le 10 novembre, il est communiqué la fin immédiate et irrévocable de tout soutien financier. Diapositive 3, Détail des virements mensuels, avec un graphique en barre. Total, 2 940 000 $. Diapositive 4, Détail de la police d'assurance santé, total 336 000 $. Diapositive 5, Détail des dépenses supplémentaires, total 174 000 $. Diapositive 6, Grand total, écrit en énormes lettres. 3 450 000 $. Diapositive 7, Conclusion et étape suivante. La police d'assurance santé expire le 30 novembre. Il est recommandé de contacter la Sécu au plus vite. Cette décision est finale. J'ai enregistré le fichier en PDF, rapport final familière.pdf. À 8h du matin pile, le lundi, après avoir déposé Tadeo à l'école, je suis arrivé à mon bureau. Je me suis servi le café le plus fort possible. J'ai ouvert ma boîte mail. J'ai créé un nouveau message pour Adla R, Renata R, Bruno G. En copie, Vicente R. Vicente, c'est mon petit frère. Il vit à Monterrey. Il est ingénieur et s'est toujours tenu à l'écart. Mais il devait savoir la vérité. Il me fallait un témoin. Objet, avis officiel aux fins du soutien financier. Corps du message. Chère famille. Par la présente, et suite aux événements d'abus verbal et de manque de respect survenus hier, dimanche 10 novembre, au cours desquels mon fils Tadeo et moi-même avons été la cible d'une attaque intolérable avec l'approbation et le consentement silencieux et explicite d'Adla et Renata, je vous informe de ce qui suit. À partir de cette date, 11 novembre 2024, tout soutien financier volontaire de ma part envers Adla est définitivement terminé. Le virement mensuel programmé de 35 000 $ a été annulé. La police d'assurance santé qui couvrait Adla ne sera pas renouvelée. Sa couverture actuelle expire le 30 novembre 2024. Il est recommandé de contacter la Sécu pour réactiver ses droits au plus vite. En pièce jointe, vous trouverez un rapport détaillé en PDF qui fait l'audit du soutien financier total que j'ai fourni de 2017 à ce jour, et qui s'élève à 3 450 000 $. Pour sa tranquillité financière, j'ai effectué un calcul rapide du budget de maman. Revenus, 18 500 en mois. Dépenses estimées, 5 000 au mois. Flux de trésorerie positif mensuel, 13 500 au mois. Comme vous pouvez le voir, maman est financièrement capable de couvrir ses besoins de base. Cette décision est finale, irrévocable et non négociable. Cordialement. Elise Marisol Ramirez. Chef des finances aux hôpitaux privés de l'Ouest. J'ai joint ma signature professionnelle complète. Exprès. J'ai pris une gorgée de café et j'ai cliqué sur « Envoyer ». L'enfer s'est déchaîné à 8h32. Mon téléphone, posé en silencieux sur mon bureau, s'est mis à vibrer. C'était comme dans ces films d'horreur où l'objet possédé n'arrête pas de bouger. 8h32, maman. Ignoré. 8h32, maman. Ignoré. 8h33, Renata. Ignoré. 8h34, le vrai bombardement a commencé. Mon écran s'est rempli d'une avalanche de notifications WhatsApp. C'était un groupe qu'ils avaient créé en urgence, Urge Famille. Dedans, il y avait ma mère, Renata, Bruno et ma tante Ursula. Moi, je n'étais pas dans le groupe,
mais je recevais des messages privés de partout. De Renata. Tu es folle ou quoi? Marisol, réponds au putain de téléphone. C'est quoi ce mail, espèce d'idiote? Comment ça tu enlèves l'assurance à ma mère? Elle a 72 ans. Tu es un monstre sans cœur. Tu veux la tuer, c'est ça que tu veux? Réponds. De tante Ursula. Marisol, ma nièce. Ta mère vient de m'appeler. Elle est inconsolable. Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de l'argent, petite? La famille passe avant tout. Réponds. De Bruno. Marisol, bonjour. Je crois que ça devient incontrôlable. Il faut en parler comme des adultes. S'il te plaît, appelle-moi quand tu peux. Et de maman? Ma fille, s'il te plaît, réponds. Marisol. Marisol, c'est une urgence. Tu vas me tuer de peur. C'est quoi ce PDF? Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta mère. Je t'ordonne de m'appeler tout de suite. Marisol Ramirez, je te parle. J'ai compté 37 messages en moins de 5 minutes. À 9h pile, mon téléphone a vibré. Un nouveau message vocal. C'était de ma mère. La curiosité a gagné. J'ai mis mes écouteurs. La voix de ma mère n'était pas celle de la reine de Coyoacán. C'était un cri de panique pure. Marisol, ma fille, pour l'amour de Dieu, réponds-moi. C'est quoi ce mail? Qu'est-ce que ça veut dire, ce document? Ces chiffres sont faux. D'où tu sors ça? Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas. Je vais me retrouver sans assurance. Et les 35. Marisol, s'il te plaît, appelle-moi. C'est une urgence. Renata est en train de crier. Ta tante est en route. C'est une catastrophe. Appelle-moi. J'ai presque eu pitié. Puis je me suis souvenu de son regard froid pendant qu'elle buvait mon vin. Je me suis souvenu du rire étouffé de Renata. Je me suis souvenu de Tadeo me demandant si nous étions des ordures. J'ai supprimé le message vocal. J'ai bloqué le numéro de ma tante Ursula. Mon téléphone est resté silencieux pendant presque 1 heure. Je savais ce qui se passait. Ils se réorganisaient, ils parlaient à leurs avocats, et surtout, ils parlaient à Vicente. À 10h pile, il a vibré de nouveau. Vicente, mon frère, l'ingénieur, le rationnel. Cet appel-là, j'allais le prendre. J'ai inspiré profondément. Bonjour, Vicente, ai-je dit. Ma voix est sortie professionnelle, tranquille. Marisol. Sa voix sonnait tendue, mais pas hystérique. Je sors d'une réunion à l'usine et j'ai vu l'apocalypse sur mon téléphone. J'ai 30 appels manqués de maman, Renata et tante Ursula. Et j'ai vu ton mail. C'est quoi ce bordel? Tu t'es fait pirater? Je ne me suis pas fait pirater, Vicente. C'est un résumé financier. Je pensais que ça te plairait. Tu es ingénieur, tu aimes les chiffres, non? Silence. Je l'entendais respirer. Marisol, ne joue pas avec moi. Le PDF parle de 3 millions. 3 450 000 $. Oui, ai-je corrigé en ouvrant mon fichier. Pour être exact. Et sans compter les intérêts. Au bon sang, a-t-il soufflé. Et écoute, je sais que maman peut être difficile. Et Renata c'est Renata. Et Gaston est un gosse insupportable, mais les couper comme ça d'un coup. Marisol, maman a 72 ans. Et moi, j'ai 38 ans, Vicente. Et Tadeo en a 6. Et hier, ce gosse insupportable m'a traité d'ordure en pleine figure, devant mon fils. Quoi? C'est ce qu'il a dit. Et pas seulement ça. Il a traité Tadeo de bizarre. Et quand j'ai exigé des excuses, tu sais ce qu'elles ont fait, Vicente? Non. Et je n'ai pas trop envie d'imaginer. Renata. Renata a rigolé. Elle s'est couvert la bouche, mais elle rigolait. Et maman n'a rien fait. Elle m'a juste regardé avec les yeux les plus froids que j'ai jamais vus, et elle a bu son vin. Le vin que j'ai payé. Putain. Et ce n'est pas tout. 2 heures plus tard, tu sais quel message j'ai reçu d'elle?
Pas, comment va Tadeo? Pas, pardon. J'ai reçu, ma fille, où est mon argent? Alors non, Vicente. Ce n'est pas pour quelque chose que Gaston a dit. C'est pour 7 ans d'abus, couronné par la confirmation que, pour elle, je suis ça. Je suis des ordures. Je suis un distributeur automatique. Silence total de l'autre côté de la ligne. Un silence long et lourd. Vicente, tu es toujours là. Je l'ai entendu souffler. Putain, Marisol. Elle a rigolé? Renata a rigolé comme si elle avait entendu la meilleure blague du monde? Et maman n'a rien dit, rien du tout? Elle t'a juste regardé comme si tu étais vraiment des ordures? Vicente a lâché une série d'insultes qui feraient rougir un camionneur. Ok. Putain. Ok, je comprends. Je ne savais pas que c'était à ce point. Mon Dieu, Marisol, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais tu n'as pas à être désolé. Tu n'as rien fait. Toi, tu es à Monterrey, tu travailles. Je t'ai juste mis en copie pour que tu aies tout le contexte, parce que là, elles vont t'appeler pour te dire que je suis une sorcière sans cœur. C'est déjà fait. Tant Ursula m'a envoyé un audio de 5 minutes, et Renata m'a écrit que tu vas tuer maman. Mais bordel! 3,4 millions. Voilà. Ok. Fais ce que tu dois faire, sœur. Ne réponds pas à leurs appels pendant un moment. Je m'en charge s'ils m'appellent. Je leur dirai que je ne sais pas, que tu es en pleine audit fiscale. On se parle plus tard. Il a raccroché. J'ai enlevé mes écouteurs. Je me suis senti validé. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un de ma famille avait écouté ma version et m'avait cru. Je me suis resservi un café. La journée ne faisait que commencer. Le lundi s'est passé dans une brume de coups de fil ignorés et de travail intensif. Je me suis plongé dans mes tableaux comme un plongeur dans l'océan. C'était mon refuge. Le mardi, par contre, la guerre a monté d'un cran. Ils ont compris que les mails et les appels ne marchaient pas. Ils ont décidé de passer à l'attaque physique. Il était 11 heures du matin. J'étais dans mon bureau au 14e étage, en pleine réunion Zoom avec le directeur de l'hôpital, à analyser les prévisions budgétaires pour l'année suivante. Mon assistante, Laura, une jeune femme efficace, a frappé à la porte et a passé la tête. Son visage était pâle. Licenciada Ramirez, a-t-elle chuchoté, même si j'étais en mute. Excusez-moi de vous déranger. C'est urgent. J'ai fait un signe au directeur. Un docteur, donnez-moi une seconde. Je crois qu'il y a une urgence de sécurité au rez-de-chaussée. Je vous rappelle dans 1 heure. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis levé, j'ai lissé la veste de mon tailleur bleu marine, j'ai remis mon rouge à lèvres rouge foncé, celui des réunions importantes. Mais qu'est-ce qu'il y a, Laura? En bas, à la réception du hall, il y a votre sœur, dit-elle. Elle a marqué une pause. Madame Renata. Mes muscles se sont tendus. Et alors? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle est, enfin, elle est un peu agitée. La sécurité de l'immeuble m'a appelé. Elle dit que c'est une urgence familiale de vie ou de mort et qu'elle ne bougera pas avant de vous parler. Elle est en train de crier, licenciée. Renata était venue sur mon territoire. Dans mon bureau. L'endroit où j'étais, licenciada Ramirez. L'endroit où j'avais le contrôle. C'était un geste désespéré, une manœuvre de harceleuse pour me faire une scène publique, me ridiculiser devant mes collègues. J'ai senti une vague de glace dans mes veines. Ce n'était pas de la rage. C'était de la précision. J'ai désactivé le mute. Docteur, il y a une urgence de sécurité dans le hall. Je dois interrompre la réunion. On reprend dans 1 heure. J'ai fermé la réunion, je me suis levé. Laura, ai-je dit, ma voix calme et froide. A appelé la sécurité de l'immeuble. Dites-leur que je descends. Qu'ils ne la laissent en aucun cas monter. Et dites-leur de mettre 2 gardes à mes côtés pendant que je lui parle. Juste au cas où. Laura a hoché la tête, les yeux grands ouverts. Oui, licencié. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur. Chaque pas était calculé. Ce n'était pas Marisol, la fille. C'était la chef des finances qui allait gérer une crise.
Le hall de notre immeuble à Santa Fe est immense. 4 étages de hauteur, tout en marbre noir, verre et acier. Froid, impressionnant, impersonnel. Un temple de l'argent et du pouvoir. Et là, au milieu, comme un animal pris au piège, il y avait Renata. Elle ne ressemblait pas à la reine de Coyoacán. Elle avait l'air négligée. Ses cheveux parfaits étaient en bataille, comme si elle s'était tirée dessus. Elle n'était pas maquillée, ses yeux étaient gonflés et rouges. Elle portait un bas de survêtement taché et un pull qui n'allait pas avec. Elle tournait en rond, gesticulant, en criant dans son téléphone. Quand elle m'a vu sortir de l'ascenseur, elle a raccroché brusquement et s'est jetée vers moi. « Marisol » a-t-elle crié. Sa voix a résonné sur le marbre. Plusieurs cadres en costume se sont retournés pour regarder. Immédiatement, 2 gardes de sécurité, grands et costauds, se sont mis entre elle et moi. Ils se sont placés à mes côtés, un à ma droite, un à ma gauche. Je me suis arrêté à 2 mètres d'elle. J'ai croisé les bras. J'ai parlé d'une voix basse, calme, la forçant à baisser le ton si elle voulait m'entendre. « Renata, baisse la voix. Tu es dans mon bureau. Ce n'est pas ton jardin. Tu as 60 secondes. » Je m'en fous de l'endroit où je suis, a-t-elle sifflé, même si elle a un peu baissé la voix en voyant les gardes. Tu es un monstre. Tu le sais? Un monstre. Il te reste 50 secondes. Maman est hystérique. Elle n'a pas dormi de toute la nuit. Elle va faire une crise cardiaque. C'est ça que tu veux, Marisol? Tu veux la tuer? Je veux que maman apprenne à vivre avec sa pension, ai-je répondu. Ma voix était aussi froide que le marbre sous mes pieds. Elle ne peut pas, elle n'y arrive pas. Et l'assurance, Marisol, pour l'amour de Dieu, tu lui as enlevé son assurance santé. Elle a 72 ans. Tu es une garce égoïste et sans cœur. Maman a la sécu, ai-je répété, comme si je parlais à une enfant stupide. Comme des millions de Mexicains. Elle survivra. 30 secondes. Tu es ignoble. Après tout ce que maman a fait pour nous, elle t'a donné la vie. Et moi, je lui ai donné 3,45 millions de dollars, ai-je répliqué. Le chiffre est sorti de ma bouche comme un coup de tonnerre. Plusieurs des cadres qui passaient ont ralenti et se sont arrêtés pour écouter. Parlons de tout, Renata. Tout inclut le fait que j'ai payé indirectement ta maison, tes courses et l'école de tes enfants pendant 7 ans, parce que chaque dollar que je donnais à maman, c'était un dollar que toi tu n'avais pas à dépenser pour elle. Renata a pâli. Parlons du fait que je m'occupe d'elle financièrement, alors que toi, tu t'occupes d'elle en la laissant voir ton fils mal élevé me traiter d'ordure en pleine figure. Et que toi, tu as rigolé. Tu as rigolé, Renata, pendant que mon fils pleurait. C'était une erreur, a-t-elle balbutié. J'étais nerveuse. Je ne savais pas quoi faire. Tu aurais pu dire, Gaston, excuse-toi. Tu aurais pu dire, Gaston, tais-toi. Mais non, tu as rigolé, parce qu'au fond, tu es d'accord avec lui. Tu crois que je suis là avec de l'argent, celle qui paie tes factures pendant que toi, tu joues à la grande dame de Coyoacán. Renata a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Le spectacle est terminé, Renata. Le jeu est fini. La séance est terminée. La banque a fermé. Je ne vais plus te financer, ni toi, ni elle. Ton temps est écoulé. Renata s'est mise à trembler. La panique a remplacé la colère dans ses yeux. Mais le paiement de ce mois-ci? A-t-elle bégayé, puis elle a lâché la vérité. Bruno va me tuer. Il comptait sur cet argent pour la carte. Ils vont me couper la carte. Elle s'est arrêtée, trop tard. Voilà. Je l'ai regardé et, pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Ce n'était pas de la pitié. C'était du mépris. Ah, ai-je dit avec un sourire glacé. Donc ce n'était pas seulement l'argent de maman, c'était aussi le tien. L'argent que tu lui empruntais et que tu ne lui rendais jamais. L'argent que je te transférais à travers elle. Je vois. Renata est devenue blanche comme le marbre. Elle avait avoué. Elle avait reconnu la fraude. Eh bien, je regrette de t'annoncer, Renata, ai-je dit en reculant d'un pas, que la chef des finances a fermé le compte. Bonne journée, ma sœur. Messieurs, ai-je dit aux gardes. Madame s'en va.
Veuillez l'accompagner à la sortie. Je me suis tourné et j'ai marché vers l'ascenseur, sans regarder en arrière. J'ai entendu un sanglot derrière moi. Marisol, non, attends. Je ne me suis pas arrêté. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, reflétant mon visage impassible. La tempête s'est calmée le reste du mardi. Je savais qu'ils étaient en mode crise. L'aveu de Renata avait sûrement déclenché un incendie nucléaire dans sa maison, avec Bruno. Le mercredi s'est déroulé dans un silence glorieux. Je me suis concentré sur mon travail. Je suis allé chercher Tadeo. On a fait les devoirs. On a dîné. Je l'ai baigné. Je lui ai lu une histoire. Une vie normale. Ce soir-là, j'étais sur le canapé en train de lire un livre. Il était 21h. Tadeo dormait déjà. Mon téléphone silencieux s'est allumé. Un numéro inconnu. J'ai hésité, mais la curiosité l'a emporté. Allô? Ma fille. C'était la voix de ma mère. Elle tremblait. Elle utilisait le téléphone d'un voisin ou une cabine. Ce n'était ni le sien, ni celui de Renata. Qu'est-ce que tu veux, maman? Ma voix sonnait dure, même pour moi. Un sanglot étouffé. Marisol, ma fille, s'il te plaît, ne raccroche pas. Je t'en prie. Ne raccroche pas. Tu as 1 minute, maman. Je suis occupé. Pardonne-moi, a-t-elle crié. Le cri était si aigu que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Pardon, je suis désolé. Je l'ai compris, maintenant. Gaston est un malpoli, un enfant mal élevé. Ta sœur est idiote. Ce qui s'est passé c'était affreux. Vraiment, je suis désolé, ma fille. Pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai attendu. Le silence s'est étiré. C'était la première vraie excuse, sans condition, qu'elle me faisait, peut-être de toute ma vie. Mais j'étais chef des finances. Je savais reconnaître une négociation. J'ai attendu. Et voilà, c'est arrivé. Ma fille, je t'ai déjà demandé pardon. Tu es contente maintenant? Tu peux réactiver le virement, s'il te plaît? Je t'en supplie. Même la moitié, juste la moitié. Avec 17 000, je ne peux pas vivre avec 18 000 $. Ça ne suffit pas. Et l'assurance, Marisol, j'ai 72 ans. Tu m'as dit qu'elle expire dans 19 jours. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas aller à la sécu. C'est horrible. C'est plein de gens, ça sent mauvais. Je vais tomber malade là-bas, s'il te plaît, ma fille, aie pitié. J'ai fermé les yeux. Et je n'ai rien ressenti. L'endroit où se trouvait autrefois la douleur, la culpabilité, l'amour, était vide. J'ai lâché un petit rire. Un rire court, sec, sans joie. C'est incroyable, maman. Quoi? Qu'est-ce qui est incroyable? Que je te demande pardon? Ce qui est incroyable, c'est que tu crois que ton excuse est une transaction. Tu crois que si tu dis « je suis désolé », tu peux remettre ta main dans mon portefeuille. Tu crois que mon respect et celui de mon fils peuvent s'acheter et se vendre? Pardon en échange d'argent. Tu te rends compte à quel point cette logique est malade, tordue? Ce n'est pas ça, ma fille. C'est que je t'aime. Je t'aime tellement, a-t-elle pleurniché. Mais j'ai des besoins. Je suis ta mère. Et moi, je suis la mère de Tadeo. Et mon besoin à moi, c'est qu'il ne grandisse pas en pensant que sa mère est des ordures et que sa grand-mère est d'accord avec ça. Mon besoin, c'est de le protéger de toi, de Renata, de Gaston, de toute votre toxicité. Marisol, s'il te plaît, je t'en supplie. Je ferai ce que tu veux. Tu veux que je te demande pardon à genoux? Tu veux que Gaston te demande pardon? Tu crois qu'une excuse forcée d'un gamin de 12 ans va arranger quelque chose? Non, maman. Je ne veux plus de tes excuses. Je ne veux plus de ton argent. Je ne veux plus rien de toi. Je suis ta mère. Tu me dois tout. Tu me dois la vie. Je t'ai payé 3,45 millions de $ pour cette dette, maman, ai-je dit, la voix aussi froide que la glace. Je crois qu'on est quitte. Au revoir, Adla. J'ai raccroché et, pour la première fois, j'ai bloqué son numéro, celui de Bruno et celui de Renata. Je me suis assise dans le silence de mon salon.
Le poids de 7 ans s'était évaporé. Je me sentais légère. Je me sentais libre. Je me sentais puissante. Si tu es encore là, s'il te plaît, aide-moi en laissant un like à la vidéo et en commentant le chiffre 1 en dessous. Comme ça, je saurai que tu m'as mis un like et que tu es avec moi sur ce chemin. Ton soutien m'encourage énormément. Commente le numéro 1 et écoute-moi pendant que je continue à raconter mon histoire. La semaine suivante a été silencieuse. Glorieusement silencieuse. Pas de messages passifs-agressifs, pas d'appels de numéros inconnus, pas de demande. Le vendredi après-midi, Vicente, mon frère, a appelé. A-t-il dit, il avait l'air fatigué. Comment tu vas? Mieux que jamais, ai-je répondu. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu vas bien? Moi oui, mais la famille, eh bien, elle explose. J'ai parlé à maman et, ça ne va pas. Enfin, elle va bien physiquement, mais elle est furieuse. Mais elle n'est plus furieuse contre toi. Maintenant, elle est furieuse contre Renata. Ah, oui. Oui. Il paraît que Bruno l'a vraiment confronté à propos de l'argent. De TON argent que Renata utilisait pour payer ses cartes. Ça a été une engueulade monumentale. Bruno lui a coupé toutes ses cartes de crédit et lui a dit que si elle voulait garder son style de vie, elle n'avait qu'à aller travailler. Les biens, ai-je dit, sans rien ressentir. Les maman, bon, elle a dû aller à la sécu pour réactiver sa carte. C'était hier. Elle m'a appelé en pleurant. Elle a dit que c'était humiliant, qu'on l'a traitée comme une personne normale, qu'elle a attendu 3 heures, que l'endroit sentait l'eau de Javel. J'ai imaginé ma mère, là, reine, Adla, assise sur une chaise en plastique de la sécu, en train d'attendre, sans traitement de faveur, sans pouvoir donner des ordres. Tante Ursula m'a appelé pour me dire que je suis un mauvais fils et un lâche parce que je ne te contrôle pas et que je ne t'oblige pas à entretenir notre mère. Je lui ai dit que si elle me rappelait pour ça, je la bloquerais. Et je l'ai fait. J'ai ri. Un vrai rire, qui venait du ventre. Je suis contente que tu sois à Monterrey, frérot. Dis-leur que je suis folle. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit que tu faisais une crise nerveuse et qu'ils devraient te laisser tranquille. Dis, tu es vraiment bien? Tu as besoin de quelque chose? Je vais parfaitement bien, Vic. Merci de demander, et merci de toujours m'écouter. Prends soin de toi, et prends soin de Tadeo. On a raccroché. Le dimanche est arrivé. Je me suis réveillé sans l'alarme de panique habituelle. Le soleil entrait par la fenêtre. Il était 10 heures du matin. Silence. Tadeo est entré dans ma chambre en se frottant les yeux. Maman. Bonjour, mon amour. Il est monté sur mon lit et s'est blotti sous les couvertures avec moi. Maman, quel jour on est? On est dimanche, mon cœur. J'ai senti son petit corps se crisper. Le dimanche. On doit aller chez mamie. Je l'ai serré très fort, tellement fort qu'il a poussé un petit cri. Non, mon amour. Plus jamais. À moins que toi tu veuilles y aller. Et seulement si nous, tous les deux, on veut y aller. Et seulement si on nous traite avec respect. Tadeo a soufflé. Un soupir de soulagement si profond qu'il m'a presque fait pleurer. Il s'est complètement détendu contre moi. Le plus jamais, a-t-il murmuré. Le plus jamais comme ça, mon fils. C'est terminé. Il a souri. Un grand sourire, lumineux, qui a rempli toute la chambre. C'est vrai? C'est vrai de vrai? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? C'est notre dimanche. Ses yeux se sont illuminés. Une pizza. On peut commander une pizza pepperoni et construire mon Lego Star Wars? Le Faucon Millennium. On peut commander une pizza, construire le Faucon Millennium, et ensuite regarder un film en mangeant de la glace au chocolat directement dans le pot, ai-je répondu. Oui, a-t-il crié, en sautant sur le lit. Et c'est ce qu'on a fait. On a passé la journée en pyjama. On a commandé une pizza à 13 heures. On s'est assis par terre dans le salon, entouré de milliers de petites pièces grises de Lego. On a écouté la bande-son de Star Wars. On a ri. Il n'y a pas eu de regard critique sur mes cheveux. Pas de commentaires passifs-agressifs sur mon travail. Pas de iPad bruyant. Pas d'enfant mal élevé qui traite quelqu'un de bizarre ou de. Juste les rires de mon fils. Juste la paix.
Ce soir-là, en bordant Tadeo, il m'a dit. Maman, c'était le meilleur dimanche de tous. Pour moi aussi, mon amour. Pour moi aussi. Je me suis assise sur mon canapé en regardant les lumières de la ville. Vicente m'avait envoyé un dernier message. Maman et Renata disent à toute la famille que tu es une extrémiste et une radicale. Je le suis peut-être. Mais en regardant le faucon Millennium à moitié construit dans mon salon, et en écoutant la respiration tranquille de mon fils dans sa chambre, je savais que ce que j'avais fait n'était pas un acte de vengeance. C'était un acte de libération. Les ordures avaient enfin trouvé leur place, dehors de ma maison, dehors de ma vie, et très, très loin de mon fils. 3 mois ont passé. Il continue de me chercher. Tante Ursula dit à tous mes cousins que j'ai brisé le cœur de ma mère. Renata, j'ai appris, suit maintenant des cours de comptabilité en ligne. Et ma mère, eh bien, ma mère a appris à utiliser l'application de la Sécu pour prendre ses rendez-vous. Parfois, je me demande. Vous pensez que j'ai mal agi? Vous pensez que je suis allé trop loin?